Bonsoir. Bonsoir. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente à ceux et à celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurent Cordaya. Alors, je suis donc un des associés CX. CX, c'est une marque qui a comme vocation de déployer des écrans tactiles. On en a ici installé à l'école hôtelière de Genève. Donc, je fais le lien direct. Pourquoi nous sommes ici? C'est que nous sommes très heureux d'avoir installé nos grands écrans tactiles e-blackboard. Certaines personnes veulent aller les voir dans les salles de cours et les élèves de l'école hôtelière les utilisent. Donc ça nous fait plaisir. Donc déjà, voilà le lien école hôtelière et CX. Et pour aller un peu plus loin, le sujet de nos conférences, pourquoi on a des conférences ce soir? Parce que l'entreprise dont je fais partie s'intéresse énormément à tout ce qui est capital humain. Alors vous allez me dire c'est extrêmement d'actualité, mais on en a bien besoin. Donc ce soir, vous allez avoir deux conférences l'une derrière l'autre qui vont durer 20 minutes chacune. Puis un petit cocktail dînatoire. 7h30, 8h, c'est terminé. Tout va bien, on peut rentrer chez nous et se faire plaisir, revoir nos familles, parce que ça aussi, c'est du capital humain. Donc là, c'est un flash de positivisme qu'on va partager ensemble ce soir. Donc, deux conférences. Une première qui va être délivrée par deux amis, Clark Elliott et Sébastien Vasquez, qui se présenteront eux-mêmes et qui sont des experts au niveau international, au niveau de l'importance de la place de travail et de l'humain dans la place de travail plutôt, dans l'entreprise, quelque chose qui est assez d'actualité. Et donc, ils vont vous parler de tout cela, et vous verrez, c'est extrêmement passionnant, comment aujourd'hui, en ère post-Covid, en ère 4.0, on peut encore retrouver de l'humain sur nos places de travail. Et puis, à titre personnel, je sais qu'il y en a qui me connaissent déjà, je suis l'inventeur d'une thérapie particulière qui s'appelle l'égologie, et qui est une thérapie qui traite de l'ego et de l'attitude positive. Donc, j'ai une conférence que je vous donnerai ensuite de 20 minutes aussi, qui va traiter de ces sujets, toujours autour de la même idée de comment peut-on remobiliser nos collaborateurs sur les places de travail aujourd'hui à travers le biais de l'ego et de l'attitude positive. Vous verrez, il y a un lien direct. Et ça me fait très plaisir de pouvoir communiquer sur ces sujets avec vous ce soir. Et voilà. Donc je vais donner la parole à Seb et à Clark, messieurs, et je la prendrai ensuite. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc bonjour à tous, mon nom est Sébastien Vasquez, je suis le directeur commercial et marketing chez Nespresso Professionnel en Suisse et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui, c'est lui le spécialiste international, Clark Elliott qui est donc un workplace stratégiste et le fondateur de Workplace Evolutionaries. Donc moi, avant qu'on commence, je vais vous poser deux questions. La première, c'est qui est déjà retourné au bureau dans cette salle? Donc on a plus ou moins 50 à 60% des gens qui sont retournés au bureau. Maintenant, dans cette salle, qui estime que son entreprise a tout mis en œuvre pour que le retour au bureau se passe bien? Et je vais vous compléter cette question-là avec 3 points. Quand on dit estimer que l'entreprise a tout mis en place, c'est d'un point de vue technologique, culturel et d'un point de vue design. Donc, redéfinir l'espace de travail. Si vous estimez que votre entreprise coche les 3 cases, je vous demanderai de lever la main. J'ai une grande partie de mon équipe qui est là, je suis content de les voir lever la main. Donc là, on est plus ou moins sur 10 à 20% de l'audience. Ce qui est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où il y a beaucoup de questions qui se passent sur ce fameux retour au travail et monde hybride. Donc pour toi, Clark, maintenant qu'on est là les deux, dans cette phase de monde hybride, c'est quoi les challenges principaux que les entreprises te passent ou te demandent de régler aujourd'hui, où on est, je l'espère, dans un moment de reprise post-Covid, en tout cas une pause qui dure depuis un petit moment maintenant? Bon, le plus grand défi, c'est vraiment de convaincre les gens de venir au bureau. Depuis 2 ans, les gens qui arrivaient à travailler et depuis la maison, ils restaient à la maison, ils sont productifs, ils posent la question pourquoi faire le trajet, prendre le train, gaspiller 45 minutes en trajet 2 fois par jour. Ça. L'autre question qu'ils posent, est-ce que c'est sauf sûr, hygiénique pour revenir au bureau? Il y a certaines personnalités, ils ont des craintes de venir. Et tu parlais d'infrastructure, Seb. Alors, qu'est-ce qui a changé?
Est-ce que les gérants, ils ont pensé à changer quelque chose pour dire, dans un mode potentiellement hybride, où on peut travailler des fois à la maison et des fois au bureau, pourquoi venir au bureau et quoi faire? Ça, c'est intéressant. Donc pour toi, et peut-être pour vous aussi, il y a deux options. C'est le bureau ou la maison. Il n'y a pas d'alternative. Oh, je ne dis pas c'est noir et blanc. Là, c'est un mélange et je crois que ça, c'est la plus grande erreur que les décideurs pensent, que c'est soit travailler à la maison, soit au bureau. C'est une redéfinition de ce qu'on fait quand on revient au bureau. Moi, je vais vous donner un de mes exemples. Je vais parler de moi. C'est que je suis l'exemple du travailleur hybride. C'est-à-dire que je travaille en partie depuis la maison, en partie au bureau, et je vais de temps en temps dans un espace de coworking. Donc pour moi, cette notion de zone grise où il n'y a pas que la maison ou que le bureau, elle est hyper intéressante, et je vois énormément de gens aussi qui vont dans ce sens-là. On voit aussi une chose intéressante, et on a des hôteliers dans la salle, qu'on a une transformation aussi dans certains hôtels, où on voit certains groupes hôteliers comme le groupe Accor qui commencent à investir dans des espaces de coworking. Il faut avoir en tête peut-être quelque chose, c'est que les espaces de coworking d'aujourd'hui, c'était les lobbies d'hôtels d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on allait dans des lobbies d'hôtels rencontrer des gens pour faire des affaires, pour discuter, pour faire une pause entre deux rendez-vous. L'espace de coworking, c'est la rencontre entre le monde du bureau et le monde de l'hôtellerie, avec des services qui vont autour, évidemment. Donc on est vraiment dans cette phase hybride qui est hyper intéressante, quoi. Moi, ce que je vis aussi, Clark, et tu me diras si c'est quelque chose qui te parle, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande même des places de travail hybrides, c'est-à-dire qu'au sein du même bureau, on va avoir des zones collaboratives, des zones où on peut être en train de travailler seul. On a un patchwork de zones un peu différentes qui sont des fois un peu too much. Dans tes clients aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est vraiment aussi qu'un délire de multinationales ou est-ce qu'on voit aussi ça dans les PME? On voit ça dans les deux. Je viens de terminer un projet à Neuchâtel pour un PME et on voit exactement ça. Tu parles d'un menu des espaces où on peut faire du travail individuel, on fait du travail collaboratif, on fait du brainstorming et plus important que tout, et ce n'est pas parce qu'il est là, il y a le coin café. Qu'est-ce que tout le monde a manqué pendant 2 ans de pandémie? C'est de voir des amis, de parler des choses, pas que du travail, mais en même temps de générer des idées et de connaître les collègues. Un client à Zurich a engagé 120 personnes depuis que la pandémie a commencé. Ces 120 personnes ne connaissent personne, à part de 7-8 personnes dans leur équipe qu'ils voient une fois par semaine comme timbre postal sur l'écran de leur portable. Ce n'est pas de contact humain, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a un moment magique, évidemment, alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est le moment café. Aujourd'hui, on manque cruellement, quand on retourne au bureau, de moments de connexion. Il y a une entreprise que j'ai trouvée assez marrante, qui enlève un problème qu'on a tous quand on se voit, c'est est-ce que je vais lui faire la bise? Est-ce que je vais lui tendre le poing? Comment est-ce que je vais lui dire bonjour? Et cette entreprise-là, elle a trouvé quelque chose qui était un superfuge qui était assez sympa. 3 pins. Donc, selon la couleur que vous portez, la personne sait si c'est un hug, un give me five ou quoi que ce soit. Et on voit, il y a des réflexes comme ça qui sont quand même assez surprenants. Quand on parle de capital humain, de retour au bureau, de connexion, c'est quand même assez dingue qu'on finisse par avoir un pins pour savoir comment on doit se comporter. Donc, il y a eu des effets de cette pandémie qui sont quand même assez dingues, qu'on ne peut pas sous-estimer. Et cette notion de coin café, aujourd'hui, je pense qu'elle est plus importante que ce que beaucoup d'entreprises estiment. Souvent, et là j'ai un architecte à côté de moi, mais souvent ce qu'on voit, quand on voit des plans de nouveaux bureaux, parce qu'il ne faut pas oublier que la machine à café dans un nouveau bureau, c'est une des dernières choses qui arrivent, mais c'est une des choses les plus importantes. Il n'y a jamais un bureau qui ouvre un nouveau bureau qui ouvre à ses collaborateurs sans qu'il y ait un coin café ou une machine à café. Le moment café en entreprise, on en a même fait des séries, est trop important. Alors que souvent, quand on regarde un plan d'architecte, et là, c'est de ta faute, on voit des... Non, c'est pas la tête, toi tu fais juste. Non, on voit un plan et on voit juste une croix
qui marque là où sera la machine à café. Alors qu'autour de cette machine à café-là, il y a plein de choses à considérer. Et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus parce que moi, je trouve que c'est important, mais bon, je suis un peu biaisé parce que mieux c'est défini, plus on va vendre de café. Mais néanmoins, au-delà de cette croix qu'on a tous vue sur des plans pour des nouveaux bureaux ou même pour la maison, il doit y avoir des réflexions beaucoup plus poussées qui aujourd'hui, à mon sens, indépendamment que ce soit du Nespresso ou autre chose qui soit servi, est sous-estimée. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Bon, c'est une grave erreur de mettre une X où il y aura un tuyau pour amener l'eau et rien d'autre. Il faut vraiment réfléchir sur le rôle d'un coin café, le bénéfice d'avoir une zone collaborative où ça se trouve que ça ne c'est pas à côté d'une zone de travail, où le bruit de café va générer des dérangements pour les gens qui travaillent. Mais en même temps, il faut planifier beaucoup plus qu'une machine à café. Il faut créer un espace avec des tables debout, des gens assis. Il faut, bon, dans le pire des cas où on peut mélanger le sucre et poser le gobelet quelque part, le fait de ne pas considérer le coin café comme zone d'interaction, collaboration et contact humain pour ce que Laurent a référencé. Nous sommes tous des êtres humains. Moi, toute ma carrière, c'est de trouver des solutions où l'être humain est au milieu de planning. Il y a un point clé, je trouve, qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une chose qui se perd avec ce travail hybride ou cet extrême de télétravail à outrance. Le CEO de Airbnb vient d'annoncer qu'il ne voulait plus de bureau. Chacun peut travailler depuis la maison. Ce qui pour moi est une erreur monumentale. Je pense sincèrement que les connexions humaines n'ont jamais été aussi importantes que maintenant. Il ne faut pas sous-estimer que le moment social pour beaucoup de gens, c'est la vie au bureau. Donc c'est ce rôle qu'a l'entreprise aussi dans cette situation qui est super important. Mais plus que ça, c'est d'un point de vue innovation. Moi, l'innovation tout seul derrière Teams, j'en peux plus de ce Teams ou de ce Zoom. Derrière Teams ou Zoom, c'est pas du tout la même chose que lorsque je suis au coin café. Et j'aimerais, s'il te plaît, parce qu'il y a une phrase que j'adore, on se connaît depuis un petit moment, hein, vous l'aurez remarqué, mais il y a une phrase que j'adore, c'est ce que la directrice de l'innovation chez Procter & Gamble à Genève avait dit au sujet du coin café. Le nouveau centre de recherche et développement chez nous, c'est le coin café. Pourquoi? Quelqu'un est revenu d'Inde il y a 15 ans, a remarqué qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas assez d'argent d'acheter une bouteille de shampoing, mais chaque Indien lave les cheveux pour le mariage de leurs enfants. 900 millions de dollars, business line, monodose shampoing. Idée, café, discussion, clic. Recherche et développement grâce au coin café. Et ça n'arrive pas s'il n'y a pas une connexion humaine. Alors on parle beaucoup de café ici, hein, on l'a remarqué, on ne parle pas de la marque, on parle plus du moment café. Et c'est quand même super important parce que finalement on en a cruellement besoin de ce moment d'innovation et de connexion. Et je pense sincèrement aujourd'hui que si certaines entreprises ne comprennent pas cela, ou si certaines entreprises ne réalisent pas à quel point les choses ont changé dans un monde extérieur et restent sur des schémas traditionnels de pré-Covid, le carnet de commandes va se remplir les premiers mois, mais je pense que ceux qui n'auront pas adapté pour la suite, et quand je dis adapter, c'est comment est-ce qu'on va préparer les gens à revenir au bureau quand on parle de remobiliser les gens. Comment est-ce qu'on équipe les gens face au changement? Aujourd'hui, c'est juste un tour de chauffe ce qu'on vient de vivre. On est, et j'adore cette phrase, c'est la tienne, mais je me l'accapare, on vient de vivre une digitalisation sous stéroïdes. Je lisais aujourd'hui un article dans la presse que dans la zone Jura-Neuchâtel, il y avait environ 40% des entreprises qui n'offraient pas de télétravail avant Covid et qui en offrent aujourd'hui. 40% des entreprises. C'est dingue. Donc on est vraiment dans un changement, d'où ma question et ma première question tout au début. Qui estime que son entreprise a tout mis en place pour accueillir ses employés de retour au bureau? Ça va au-delà de l'aspect design, même si c'est un aspect super important,
mais ça va aussi de comment est-ce qu'on équipe les gens. Et définir le rôle de l'entreprise dans tout ça, c'est super important. Toi qui as eu pas mal de changements ou de projets internationaux ou nationaux, finalement, la communication auprès des employés, elle est faite comment? Oh, il y a plusieurs canaux. Il y a la direction qui décide, et il y a des emails pour tout. Et il y avait des town hall meetings, des meetings de tous les employés, mais virtuels. Et il y a un mélange de toutes les possibilités, mais de plus en plus, on revient en physique, de réunir tout le monde, avoir tout le monde physiquement dans le même espace. Et après, fêter ça avec un cocktail après ou en pot, on revient aux définitions de culture de demain. Et là, c'est de réagir, mais d'être proactif, de décider. Et il y a une expression que j'aimerais introduire avant que le temps passe, l'idée d'intentionnalité, d'être intentionnel. Pourquoi aller au bureau? Pour faire quoi? Et de voir qui? Moi, j'ai un client à Zurich qui a décidé que 2 fois par semaine, il prend 2 heures le matin, il bloque son agenda, il dit « Je suis là pour avoir des cafés avec tout le monde ». Là, il aimerait rattraper au niveau de l'être humain et voir ses collègues, rencontrer des gens qui étaient engagés depuis la pandémie. Alors là, c'est un autre côté de comment organiser le travail, comment planifier votre meeting d'équipe, comment faire, le bon manager va peut-être suggérer un lunch avec tout le monde après, souder ce feeling d'appartenance. C'est super important. Et tous mes clients, je suis en train de vraiment les aider à faire des infrastructures et aussi des procédures au niveau de direction, au niveau de prise de conscience. L'importance d'inclure tout le monde. Et en même temps, je dirais, le bureau devrait accueillir tout le monde dans leur intégrité. C'est un thème qui va très bien loin du bien-être au travail. On commence à vraiment parler d'accueillir l'être humain dans le sens le plus large. Et là, c'est un rôle de bureau quand ce n'est pas théorétique. J'ai des clients qui disent on veut faire ça maintenant. On n'attend pas, ce n'est pas de théorie, c'est de concret. Okay. Donc vraiment, on est sur un rôle du bureau à redéfinir, à clarifier, à exprimer, aussi à partager avec ses employés qu'est-ce qu'on veut faire du bureau, redéfinir ce rôle du bureau, mais aussi à un moment, il y a l'employé là-dedans. Parce que beaucoup d'entreprises mettent beaucoup de choses à disposition, mais il y a aussi de l'autre côté beaucoup d'employés qui ont une responsabilité quand on parle d'intentionnalité. Pour toi, cette notion de responsabilité des employés, comment tu la vois? Bon, c'est super important maintenant parce qu'il y a une tendance surtout avec les organisations qui ont décidé de restructurer les bureaux. Alors, il y a beaucoup de zones de convivialité, des zones de salles de conférence, des salles de conférence, des cabines téléphoniques, ce qu'on appelle des pods, des box à 3-4 personnes. Là, c'est le menu actuel. Mais l'intentionnalité, c'est quoi faire où, quand, planifier ça, sans couper la flexibilité que tout le monde veut. Tout le monde veut travailler un peu à la maison, un peu au bureau, mais il faut coordonner ça. C'est un sacré défi en même temps. J'ai répondu aux questions? Je pense qu'il y a un élément clé aussi dans ce que tu mentionnes sur le rôle du bureau, c'est cette notion de culture d'entreprise et d'appartenance. Qui pense qu'on peut travailler la culture d'entreprise via Teams ou Zoom? Microsoft fait ça? Oui, il le pense, effectivement, il nous a dit. Moi, j'ai des grands doutes. Je trouve génial ce qu'on a pu vivre et à quel point ce monde-là a changé. Mais j'ai une partie de mon équipe qui est là. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, je leur ai dit à partir de maintenant, je vous demande d'aller revoir nos distributeurs, nos clients, physiquement. Moi, la semaine dernière, j'ai fait un tour de Suisse pendant 3 jours. Je suis monté dans ma voiture et j'ai fait Neuchâtel, Bienne, Zurich, Lugano en 3 jours pour aller revoir les gens. Et ça,
ce moment-là, il est juste incroyable. Et je pense que c'est la même chose au bureau. Aujourd'hui, on est en train de refaire revenir les gens au bureau. Mais une fois qu'on a travaillé sur l'espace en soi, la redéfinition de l'espace, c'est comment est-ce qu'on va continuer à équiper les gens face à ce nouveau monde dans lequel on arrive. Cette notion de changement permanent, ce mot à la mode qu'on entend énormément, cette capacité de résilience qu'on souhaite que les gens aient, c'est quelque chose qui se travaille, j'en suis intimement convaincu. Et j'en suis intimement convaincu que la place de travail a un rôle énorme à jouer dans ce qui nous attend. Si on devait retenir 3 choses de tout ce qu'on a raconté, tu retiendrais quoi? Je dirais soit intentionnel, je ne peux pas dire ça trop. Il faut voir chaque employé comme un client interne, comme un être humain intègre. Et c'est votre client interne, ce n'est pas un employé, ce n'est pas une statistique, ce n'est pas un numéro. Et de poser des questions, de co-créer des solutions qui soutiennent ce que les gens font actuellement, sans oublier la vision de où vous allez demain. Merci. Moi, j'aurais encore un élément qui me paraît capital autour de ça. C'est vraiment cette notion de... On parle beaucoup de travail hybride, on parle beaucoup de différentes industries. On a plein d'industries différentes ici qui sont peut-être moins concernées par le travail hybride. Mais néanmoins, cette responsabilité qu'a l'entreprise vis-à-vis de l'être humain, je pense qu'il ne faut absolument pas la bafouer ni la sous-estimer. Au même titre que la responsabilité, et je passerai la parole à Laurent à la suite de ça, la responsabilité individuelle que j'ai moi en tant qu'employé, que directeur, elle est au moins aussi importante que le cadre qu'on va poser. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste, quand on parle de travail hybride, ce n'est pas qu'un délire de multinationales ou de grandes entreprises. Il y a beaucoup de PME qui se posent les mêmes questions. Aujourd'hui, on a vécu une digitalisation très rapide. C'est quelque chose qui va continuer, le changement va continuer. Cette notion d'agilité et de collaboration, elle est super importante. Et le rôle du bureau est capital dans la transformation qui nous attend, j'en suis intimement convaincu. On en est intimement convaincu, on adore ça. On trouve que c'est un thème passionnant. Et on serait ravis d'échanger encore plus avec vous. Mais le temps court et le temps presse. Donc, sur ces bonnes paroles, on fait un Q&A à la fin, on fait des questions maintenant, ou on fait ça pendant l'apéro? Ou les deux? Les deux? Apéro, c'est sympa. Alors, on vous retrouve après pour l'apéro avec grand plaisir. Et puis, je te passe la parole maintenant, Laurent. Et merci à CX pour l'invitation. Après la place de travail et comment on peut s'organiser humainement pour revenir à des choses humaines, moi je vais vous aborder 10 minutes sur un sujet qui m'est cher, qui s'appelle l'attitude, notamment l'attitude positive. Alors pourquoi l'attitude? Ça fait très bisounours, mais en fin de compte, je me suis rendu compte, nous nous sommes rendus compte, et aujourd'hui on le voit dans les entreprises et dans toute communauté humaine, l'attitude négative, eh bien, c'est vraiment pas cool pour notre santé, notre emploi et notre business. J'ai des amis qui cherchent du travail, je ne veux pas être vulgaire, mais je dis comment veux-tu trouver un travail en étant négatif? C'est pas possible. Comment je peux recruter en étant négatif? Comment je peux coacher des gens? Comment je peux être leader en étant négatif? Et on voit bien que cette négativité est devenue une normalité. On le voit au niveau des médias, on le voit dans nos relations, on est négatif. On le voit bien au cafétéria des entreprises. Avant le Covid, il existait déjà cette notion de négativité. On avait même calculé, dans certains secteurs, le coût de la négativité de critiquer son patron à la cafétéria après un week-end, vous voyez. Je caricature à peine. Lorsqu'on se rencontre, si on se dit comment vas-tu, je dis ça va bien, ça n'intéresse pas tellement en fin de compte. Ça va mal, etc. Donc cette négativité, on la consomme depuis longtemps, mais avant la période Covid, nous avions les moyens de la consommer. Même si nous étions négatifs, on pouvait quand même trouver un job, booster l'entreprise, avancer dans une équipe, c'était possible, plus ou moins. Aujourd'hui, la négativité est une calamité, c'est un fléau. Un impact sur notre santé, je vais y revenir, sur notre emploi et sur nos affaires. En quoi elle a l'impact sur notre santé, la négativité? C'est qu'elle crée de l'anxiété. Et l'anxiété, ça crée de l'acidité. Et cette acidité eh bien, fait que des maladies se mettent en place. On circule beaucoup mieux avec de l'attitude positive qu'avec de la négativité qu'on doit porter.
Ensuite, elle a un impact, cette attitude négative, sur notre emploi. Parce que la valeur ajoutée humaine, dont nous a parlé nos amis, ben, elle n'est pas là. Si on se retrouve dans ces beaux bureaux humains, mais qu'on reste négatif, eh bien, on ne va pas en faire grand-chose, on ne va pas produire. Hein. Et on le voit dans les affaires, aller faire du business avec de la négativité. Donc cette négativité coûte très cher à la société, et nous n'avons plus les moyens, des moyens de cette négativité. Alors maintenant, il y a autre chose qui s'appelle l'attitude positive. En fait, qu'est-ce que c'est que l'attitude positive? Ça commence par la responsabilisation individuelle. Être responsable de soi. C'est-à-dire d'accepter l'idée qu'on peut être optimiste, qu'on peut trouver des solutions. Mais pour ça, il faut encore communiquer avec les autres. Et c'est là où il y a un lien entre ces deux attitudes, négatives et positives. Le constat, c'est que les attitudes sont contagieuses. Parce que nous sommes des mammifères sociaux. Nos ancêtres vivaient en troupeau pour survivre dans la nature. Et nous aimons être en communauté. Nous avons horreur d'être exclus d'une communauté. Les burn-out, les licenciements, c'est extrêmement cruel, viennent de cette exclusion. Nous avons besoin d'être ensemble pour se sentir en sécurité. Et dans le troupeau, s'il y a plein de gens négatifs, eh bien le troupeau est négatif. S'il y a des personnes positives, hop, on s'influence. Donc c'est extrêmement contagieux. Voyez à la maison, voyez dans vos affaires, dans tous les moments de vie, comment ça se passe. Moi, j'ai un client qui est un chef d'entreprise qui gère une grande industrie dans la métallurgie et j'emmène les gens en montagne. Je crois que c'est assez connu, j'emmène les gens en montagne pour les déstresser, leur apporter cette positivité. Et ce client, je l'ai eu 4 jours de suite avec mon guide de haute montagne et tous les matins, la première chose qu'il nous disait, ça va pas. Ça va pas. Comme ça. Il mordait. Je dis, mais t'as vu là, on est en pleine montagne, il y a un Chamonix là. Il fait grand beau. Qu'est-ce qui ne va pas objectivement? Et là, je vais faire le lien avec ma deuxième partie de ma mini-conférence. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, ça va pas. Pourquoi? Je suis habitué à que ça aille pas. Donc le gars, il se lève le matin, il râle, et dans sa voiture, il appelle sa femme, il l'engueule. Comment voulez-vous avoir une vie sociale et humaine de qualité? Mais bien sûr que j'appuie sur le trait. On a tous un peu tendance à ça. Vous voyez? Et donc, le premier réflexe qu'il a, c'est dire que ça ne va pas. Et pourquoi il dit que ça ne va pas? Il dit que ça ne va pas pour qu'on s'occupe de lui, pour ne pas être abandonné. Parce qu'on n'aime pas être abandonné. On aime bien avoir on a des attentes envers les autres. Et puis, ces attentes, moi, c'est important. Donc, on a besoin de reconnaissance. Donc, la négativité, d'où elle vient? Elle vient de nos égos. Parce que moi, centre du monde, je veux absolument qu'on s'occupe de moi. Et c'est là, cet individualisme ancestral que nous portons les uns les autres, collectivement, crée une négativité de société. Intéressant. Hein? Donc il y a des gens qui disent oui, mais comment on fait, l'ego, etc. Alors j'ai défini ce que c'est que l'ego. L'ego, c'est l'identification à nos pensées. Nous avons des dizaines de milliers de pensées par jour dans la tête qui passent. La neuroscience nous l'explique. Et on s'est identifié à ces pensées. Ce bavardage interne que j'ai dans ma tête, je me prénomme Laurent, l'image que j'ai de Laurent, c'est Laurent, elle est là. Donc je vais absolument avoir raison. Parce que c'est dans ma tête, ça fait du bruit toutes ces pensées. C'est mon ego, c'est ça l'ego. Donc je vais créer, en fonction de mon tempérament, des stratégies pour pas que vous m'abandonniez, pour vous consommiez, pour que j'existe. D'accord? Et une de ces stratégies, c'est la négativité. Il y en a d'autres. Il y a le déni, la victimisation, la fuite, l'agressivité. Différents styles d'ego que j'emploie pour absolument exister. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où l'ego a pris une dimension énorme. Poutine, c'est un exemple dramatique. Mais c'est que de l'ego. Et si on vient dans les entreprises, c'est la même chose. Il n'y a que de l'ego. Et quand on vient à la maison, et individuellement, j'en suis où avec mon ego? Donc ces crises d'ego nous coûtent très cher et nous n'avons plus les moyens de dépenser dans notre égocentrisme, dans notre égoïsme. D'où le lien direct avec la structure de l'entreprise, qui doit évoluer avec de l'humain, mais encore faut-il que les collaborateurs soient enclins à l'attitude positive et envie d'être positifs, et que nos managers arrêtent de nous manager, mais nous disent où aller. Mais faut-il encore qu'ils soient eux-mêmes pas sous l'impact de leur ego? Parce que nos managers, souvent dans les entreprises, c'est l'ego. Hein, on fait plus de la vente interne, de garder mon job, plutôt de faire produire quelque chose. Donc, il y a une conscience collective qui doit naître de notre société et qui va nous permettre justement de modifier notre société au sens large, de l'humanité et nos entreprises. Donc, deux thèmes principaux. L'attitude négative, c'est un fléau, c'est une maladie, il faut y faire attention. Et l'attitude positive se cultive par la responsabilité individuelle.
Et pour cela, ben, un minimum de conscience. Et cette conscience, elle vient lorsqu'on a diminué l'ego sur nos existences. Merci. Merci à tous. Pour conclure, j'ai fait court parce qu'on a chaud et puis on va aller à l'apéro. Nous sommes là pour les questions-réponses pour ceux qui s'intéressent. Écoutez, j'ai un karma sympa. J'ai écrit un livre que je vous offre pour ceux qui s'intéressent, qui a été édité cet après-midi. Franchement. Ça, C'est aujourd'hui. ça c'est le karma positif. Et ce petit livre qui est Pocket, voilà, ceux qui veulent, avec plaisir, je vous l'offre, à la japonaise. Il s'appelle Accès direct au bonheur et à la réalisation. Et qu'est-ce que j'écris là-dedans? J'explique qu'est-ce que c'est que l'ego et en quoi vos égos, justement, et vos styles d'ego vous mettent dans des situations désagréables pour le privé, pour votre santé mentale et pour vos affaires. Donc j'ai ce pocket là, pour ceux qui s'intéressent. Il est à vous, il vient de sortir, il est tout chaud. On va aller boire un verre maintenant. Merci encore. Merci tous.